Allez-y, est-ce qu'il y a des réactions, des interrogations, des indignations, monsieur là-bas? Bonjour, moi je travaille sur la blockchain, du coup c'est plutôt une question qui vous est adressée. Vous posez la question de savoir si les smart contracts vont mettre en danger le contrat social. Est-ce que la question, est-ce que le contrat social ne s'est pas mis en danger de lui-même avant, avec des phénomènes de centralisation et les abus qui en génèrent? La blockchain est fait justement le smart contract pour faire quelque chose qui est distribué et donc du coup qui permet d'horizontaliser les choses. Donc je pense que est-ce que c'est pas le contrat social à la Rousseau, ou plutôt de se dire est-ce qu'on n'était pas arrivé à un point de rupture qui force à repenser la manière dont on interagit et la manière dont on redistribue la valeur? Alors, un point de rupture, c'est évident qu'on l'a atteint. Moi, je suis là aussi pour revenir sur l'interaction entre l'économie et la société. Je pense que et la technologie et la société, je pense que les technologies ne se mettent en œuvre qu'à partir du moment où la société est prête à les accueillir. Et je pense qu'effectivement, si on voit le développement de technologies comme la blockchain, c'est parce que on va dire, un certain nombre de choses sont bloquées et que l'eau trouvant toujours son chemin, cette technologie née, on va dire, un peu dans la mouvance de 2008, permet à l'eau de trouver un peu son chemin. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est évident qu'un certain nombre de choses sont bloquées. Le contrat social, c'est pas bloqué de lui-même. La question, c'est comment l'avons-nous laissé se bloquer? Je pense que c'est ça la vraie question. Et comment sortir de l'ornière en utilisant éventuellement ces outils-là, mais d'une façon dont on s'assure qu'elle ne fait pas plus de mal que de bien. Pour moi, c'est ça la vraie question. Et je pense qu'effectivement, on était sur un contrat peut-être plutôt rousseauiste. La question, c'est quel type de contrat social nous propose la blockchain? Finalement, à mon sens, c'est plutôt un contrat un peu hobbesien. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais globalement, pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et pour éviter, si nous avons un contrat tous les deux, que lui m'arnaque ou moi que je l'arnaque, eh ben, mettons en place un espèce de ce que lui il appelait le Léviathan. Alors, de son côté, il n'y avait pas de technologie, donc en gros, c'était un dictateur qui tapait sur quiconque faisait du mal. Mais mettons en place un espèce de verrou technologique. Comme ça, on n'a plus besoin de se faire confiance entre nous. Le seul truc, il suffit qu'on fasse confiance à l'algorithme. Donc ça, effectivement, on nous vend ça comme vous n'avez plus besoin de faire confiance. Donc quelque part, ça facilite dans une option qui est quand même une option assez négative quand même. C'est une anthropologie qui est quand même assez sombre. En gros, si on a un contrat, on va sûrement se faire avoir. Et ça, je pense qu'effectivement, d'abord, je questionne cette anthropologie. Alors, peut-être en tant que prêtre, je peux être un peu télétobie, je suis un peu naïf, mais je pense que les choses sont un peu plus contrastées, on va dire. Et puis, le problème aussi, c'est que ça nous amène finalement pas à ne plus avoir besoin de faire confiance, mais à détourner la confiance de l'humain vers un protocole ou un algorithme. En l'occurrence, la question c'est est-ce qu'on peut faire pour autant confiance à ce protocole? Moi, j'en suis pas si certain que ça. Et je prendrai juste, pour essayer de répondre brièvement à la question, un autre exemple pour dire que nous, on travaille aussi sur d'autres protocoles blockchain ou d'autres usages qui peuvent s'avérer, à mon sens, créateurs de confiance et créateurs de liens. Il y a de plus en plus de plateformes multi-stakeholders qui se constituent, par exemple, autour de la voiture connectée pour permettre à des acteurs du marché, en l'occurrence les assureurs, les créateurs de voitures, les possesseurs, les loueurs, etc., de partager de l'information d'une façon distribuée et limitée, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc je dis que ce n'est pas la technologie en elle-même qui va poser problème, c'est son usage qui va permettre d'avoir plus confiance en l'autre ou moins confiance en l'autre. Gilles, sur ce point. Je pense qu'Eric a dit la plupart des choses qu'il a à dire. Moi, sans prendre parti pour ou contre, je pense que la blockchain, c'est quand même l'une des technologies libertariennes par excellence. C'est une technologie qui s'affranchit du régulateur et c'est une technologie qui s'affranchit par définition de la fiscalité. Après, vous pouvez avoir des blockchains qui sont déclarées, qui reposent sur des entités morales qui appartiennent à des registres traditionnels, mais le créateur du Bitcoin, la blockchain, son idée, c'était quand même de faire... Enfin, la blockchain, je vais même vous dire, ma conviction, c'est que Satoshi Nakamoto, c'est un Américain. C'est un Américain de la vallée. Et c'est un gars, son objectif, c'était de dire, excusez-moi, je vais être hyper vulgaire, mais on va tous les niquer, quoi. C'était... parce que c'est vraiment ce qui est... Voilà, ce que ça hache, c'est ça.
en même temps, moi, je suis frappé dans votre réponse parce que vous citez Hobbes et vous dites c'est le Léviathan, en gros, parce que le blockchain n'existait pas. C'est-à-dire, on passe par une centralisation parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'outils décentralisés. Maintenant, ces outils décentralisés existent. C'est là que je pense qu'il y a un lien qu'on ne voit pas forcément entre, d'un côté, une approche très libertarienne, et je suis d'accord, la vision Bitcoin de la blockchain, c'est une approche très libertarienne. L'idée, c'est de casser, c'est la fin du monopole de l'État-nation sur le corps social, puisque finalement, à travers la monnaie, à travers le privilège de battre monnaie, il y avait quand même quelque chose de l'ordre du monopole de l'État sur la société. Et là, c'est une façon de casser ça. Mais en même temps, il y a un lien entre ça d'un côté et une approche qui finalement est une approche aussi relativement, totalitaire. C'est-à-dire que finalement, la blockchain pure et dure, canal historique, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'algorithme fait que vous ne ferez rien de mal, de toute façon, vous ne pourrez pas. Je caricature, mais quelque part, on en arrive un peu là. Et donc, effectivement, je pense que le lien, il existe beaucoup plus fortement. Il n'y a pas d'un côté les libertariens complètement échevelés qui veulent abattre l'État et d'un autre côté, le dictateur dans son palais. Les connexions, elles existent peut-être un peu plus qu'il y a, on va dire, il y a un arrière de la scène dans lequel des contacts s'établissent. Faire appel à la communauté pour faire passer le micro. Hein, voilà. Une solution décentralisée, on passe... Voilà, une approche centralisée, une approche décentralisée, en direct. Merci la communauté, Hubert de Vauplane. Finalement, derrière ces questions, il y a aussi un mode d'organisation des relations entre humains qui évolue, puisque le principe de ces nouvelles technologies comme la blockchain, c'est donc décentralisé comme on l'a vu, mais dans le style d'organisation de la société avec un petit s comme un grand S, on voit des modes d'organisation totalement différents. Je pense à la stigmarcie, je pense à l'holocratie. Donc deux mots barbares pour dire finalement l'intelligence collective d'un côté et l'intelligence des fourmis de l'autre. Autrement dit, le mode d'organisation qu'on voit dans beaucoup de sociétés, c'est de casser les codes hiérarchiques pour faire fonctionner des gens non plus de manière totalement verticale, mais de manière horizontale. Et du coup, d'avoir un mode d'organisation où il n'y a plus de hiérarchie. Là, on est bien effectivement dans une vision à la fois libertarienne qu'on retrouve dans le mode de fonctionnement décentralisé de la blockchain, mais qu'on trouve maintenant aussi dans des modes de management des sociétés. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas uniquement les modes de fonctionnement des startups où on voit aujourd'hui des sociétés avec un siège social mais sans bureau, c'est-à-dire que plus personne n'a besoin d'être physiquement à un endroit entre soi pour se retrouver. Il suffit par les réseaux sociaux de se faire ces réunions sur les outils de médias modernes, etc. On a juste un siège social, mais aussi dans les grandes entreprises où on organise finalement le mode de fonctionnement, non pas décentralisé, mais avec l'intelligence collective, enfin avec l'holacratie ou avec la stigmarcie. Donc c'était plus une remarque. Eric ? Oui, alors moi, la question que je me pose, je suis toujours assez, on va dire, intrigué et émerveillé de voir des nouveaux modes d'organisation, parce que ça veut dire, voilà, des nouvelles façons de faire les choses, c'est super. Après, je pense qu'il faut juste faire attention au fait que certains vont peut-être pouvoir, on va dire, être en écho assez favorable avec notre anthropologie, notre façon d'être, notre culture aussi, et d'autres un petit peu moins. Moi, la question que je pose derrière ça, c'est si on en revient sur la question de la blockchain, puisque les questions de gouvernance distribuée ou de répartition du pouvoir, elles sont quand même là. Finalement, on voit quand même que derrière une technologie qui a l'air extrêmement large, extrêmement horizontale, le pouvoir, il est quand même concentré entre un très petit nombre de mains de peu de mineurs, qui sont d'ailleurs géolocalisés dans un petit nombre de pays, la Chine en étant quand même un gros réservoir. À un moment, est-ce que ce qui semble s'étaler se reverticalise pas spontanément? On l'a vu avec Internet, c'est Lee qui disait on a voulu faire un truc super ouvert, puis finalement ça devient le terrain de jeu d'un certain nombre de très grandes entreprises qui font des fortunes. Est-ce que la recentralisation, c'est pas une espèce de principe humain qui spontanément nous revient toujours à la figure? Oui, alors, je me suis beaucoup intéressé au système de management induit par la technologie. C'est d'ailleurs le sujet de mon dernier livre. Et je n'ai pas vu d'holacratie dans les entreprises digitales. Alors, je sais que ça peut paraître contre-intuitif. J'ai vu des entreprises beaucoup plus aplaties, mais je n'ai vu aucune grande entreprise. Je n'ai pas vu un Poult, un Favi, ce que vous voulez, un groupe Hervé dans le domaine du digital. Ça n'existe tout simplement pas. Et les tentatives qui ont existé comme Zappos se sont plantées. En revanche, ce qui est vraiment intéressant,
c'est que vous passez de modes qui sont des modes command and control, où vous avez des modes où vous avez toujours, un peu comme Mark Zuckerberg le dit, il dit « Ma seule responsabilité, c'est la vision stratégique et de régler les problèmes que vous n'arrivez plus à régler en local. » Et c'est vrai que pour avoir des amis qui travaillent dans ces grandes entreprises, ils disent en fait, on voit très très peu notre encadrement, on va dire, contractuel. Et ce que l'on voit énormément, c'est les échanges qu'on a sur des Slack, des analytics, des choses comme ça. On a substitué du command and control par de la technologie. Ça, je crois que c'est effectivement quelque chose de très fort, que ne comprennent que mal les entreprises européennes continentales, et qui, d'ailleurs, est de nature à procurer des gains de productivité assez importants. Après, sur la notion de recentralisation, je pense que le propre de ces technologies à effet de levier, c'est de faire effectivement des winner takes all. Donc c'est quelque chose que vous voyez de façon extrêmement forte. Et ça s'oppose d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent l'Internet hippie des années 70 a été totalement dévoyé. Et aujourd'hui, c'est le cauchemar absolu, c'est des sociétés orwelliennes où les concentrations de pouvoir, de capital, de propriété intellectuelle sont absolument faramineux. Et donc, c'est probablement des phases intermédiaires. Il y aura, à mon avis, des nouvelles formes de régulation qui apparaîtront, des nouvelles formes de management, mais on en est probablement assez loin. On parlait une fois... Tout de même, Mark Zuckerberg, il dit aussi que chez Facebook, il n'y a pas 60 000 salariés. Ce n'est pas une entreprise de 60 000 salariés. C'est, mais c'est 10 000 entreprises de 6 salariés. Ouais. Donc, et même si les grandes entreprises du numérique ne sont pas des holacraties, ce sont même des entreprises qui ont des formes d'organisation qui sont sans doute assez radicalement différentes de ce que pouvait être General Electric il y a 30 ans ou Ford il y a 50 ans, qui étaient les modèles de l'époque. Non, mais je le dis, hein, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Il y a beaucoup moins de management, mais il y en a encore beaucoup. Et il y a aussi du management technologique. C'est-à-dire des gens qui sont dans des situations de contraintes fortes par la technologie. C'est pour ça qu'on a pu retirer du management traditionnel. Autre question? Ouais, bonjour, Monsieur... Cyril Muri. Une question sur l'État. L'État, on vote de moins en moins. J'ai pas l'impression que les représentants politiques soient de plus en plus intelligents. L'État réagit, mais n'a plus vraiment de moyens d'investir. Pour les GAFA, c'est à peu près l'opposé, en fait, intellectuellement. Et je voulais demander comment on fait rebondir l'État, ou alors est-ce que c'est foutu? Eric? Alors, pour les politiques, je vous laisserai la responsabilité de votre affirmation, mais de façon générale, pour moi, la vraie question qui se pose derrière ça, c'est la question de la représentativité. Parce qu'effectivement, et c'est un peu ça que j'évoquais quand je disais, est-ce que vous avez envie que de très grandes entreprises fassent la pluie et le beau temps sur le marché de l'investissement, enfin dans le monde de l'investissement au niveau international. C'est effectivement que jusqu'à présent, et quand on parlait de la fin du monopole de l'État, l'intérêt du monopole de l'État sur un certain nombre de choses, dont la monnaie par exemple, c'est que finalement, l'État, il était quand même comptable devant nous. À un moment ou un autre, il y avait quand même un processus démocratique et électif. Et là, effectivement, on voit progressivement toute une partie, non pas tellement de l'argent, pour moi, c'est moins les masses financières que le pouvoir qui est en train de glisser entre les mains de personnes, mais que ça soit technocratique ou que ça soit au niveau des entreprises, parce que est-ce que ce qui se passe dans un certain nombre d'administrations ne va pas dans le même sens? Je me pose la question. Dans tous les cas, du pouvoir qui est en train de glisser en dehors des mains des gens qu'on élit. Et ça, effectivement, tout ce qui va toucher, notamment par exemple à la monnaie ou à d'autres privilèges régaliens de l'État, va contribuer à affaiblir ce pouvoir-là. Comment est-ce qu'on revient là-dessus? Moi, je n'ai pas forcément de réponse miracle, mais je pense que le seul moyen, c'est effectivement de s'assurer que la mise en œuvre des technologies que l'on décide ne vienne pas au moins encore plus aggraver cette tendance-là. Donc c'est un peu ce que je disais autour des questions monétaires, c'est aussi de cet ordre-là. Sinon, je pense qu'effectivement, ils n'ont tout simplement plus aucun pouvoir entre les mains. On les élit, mais c'est tout. Gilles ?
Oui, alors c'est une grosse question et c'est une question sur laquelle moi je suis en train de travailler actuellement. Je vais vous la poser de façon différente. Je me demande si on n'est pas en train de vivre une période historique aussi du fait que les États-nations voient leur fin. En fait, les États-nations sont nés avec le traité de Westphalie en 1648 et ils ont institué le fait que l'échelle territoriale était l'un des échelons forts, l'un des éléments de mesure forts de la puissance de l'État. Donc l'État auparavant, c'était des petits comtés dont les frontières étaient assez variables. Et lorsqu'on a créé les États-nations, on a défini des nouveaux systèmes d'armes, des nouvelles technologies de communication, la poste en l'occurrence, des nouveaux systèmes de transmission du savoir, l'imprimerie. Et tout ça a permis de constituer des nouveaux ensembles qui étaient les États-nations. Et là, on arrive dans une ère où la notion géographique a plus beaucoup de sens et où finalement, vous pouvez créer des formes de relations souveraines avec tout un tas de groupes d'individus. Vous allez, quand j'appelle ça une relation souveraine, c'est vous allez leur offrir un ensemble de leurs services qui vont leur permettre finalement d'avoir une relation presque exclusive avec vous pour ces services. Et on est en train de créer ce genre de choses. Donc il y a manifestement un glissement qui va des acteurs qui sont censés représenter l'intérêt commun et le bien public vers des acteurs privés en grande partie. Mais je ne pense pas, c'est difficile à dire, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui sera définitif. Je pense que l'une des formes de réaction qu'on pourrait voir apparaître, c'est ce qui est en train de se passer par exemple en Estonie, où l'Estonie a créé un État qui est virtuel. Il est virtuel pour une raison simple, c'est que les Estoniens ont des relations pour le moins mouvementées avec leurs voisins russes, et ils se sont dit, il faut que si on se fait envahir par les Russes, ce qui peut arriver du jour au lendemain, on soit capable de faire continuer à fonctionner l'État. Et donc, on va tout virtualiser. Et c'est l'un des préceptes forts dans le fonctionnement de cet État. Et à tel point qu'une fois, moi, j'ai discuté avec le CTO de l'Estonie. Je lui disais, mais ça vous inquiète pas d'avoir mis toutes vos datas chez Amazon et ça? Il me disait, non, non, au contraire, on est super content que ce soit chez Amazon parce que comme ça, si les Russes nous envahissent, on sait que ça continue à fonctionner. Donc vous voyez, ils n'ont pas les mêmes façons de réfléchir que nous. Mais en conséquence de quoi, ils ont créé des systèmes qui s'adressent potentiellement à des gens qui ne sont pas estoniens. Vous avez un système de passe qui s'appelle j'ai oublié le nom, c'est pas e-citoyen, c'est e-résidence, merci, qui coûte 100 €, qui vous permet en gros d'immatriculer une entreprise en Estonie, d'avoir accès à toute l'administration fiscale, sociale estonienne et plus encore. Et ils ont déjà enregistré 250 000 personnes dans le monde qui ne sont pas des Estoniens sur cette plateforme. Voilà, ça c'est typiquement à mon avis une programmatique, une vision du monde qui pourrait être celle de demain, c'est-à-dire continuer à assurer des services publics, du bien commun, en étant un État plateforme. Et je pense qu'à cet égard, ils sont assez peu nombreux à réussir à faire ça. La France, malheureusement, est à des années-lumière de cette vision-là. Oui, si je puis dire, moi, juste pour réagir, moi, je trouve que heureusement qu'on est à des années-lumière de ça. Enfin, moi, je pense qu'à partir du moment où l'État devient un État plateforme, justement pour des questions de productivité, le remplacer par une plateforme privée qui fait mieux le boulot est tout à fait légitime. C'est parce que l'État n'est pas une plateforme, c'est parce que l'État est autre chose, mais structurellement, intrinsèquement qu'une plateforme, qu'on ne peut pas le remplacer par des acteurs privés. Sinon, moi, ça fait longtemps que je serais passé dans le privé pour, je sais pas quoi, la police, la justice, etc. Pourquoi pas? Mais je pense que justement, penser ça en ces termes-là, c'est vraiment donner le dernier coup de canif à ce qui fait la dimension régalienne et la souveraineté des États. Que la dimension géographique ne soit plus parfaitement pertinente et qu'il faille penser différemment la souveraineté, je veux bien, mais il faut la penser. Arrêter de la penser, à mon avis, là, c'est la fin de la société. En écoutant Gilles, je me demandais qui était le CTO de la France. Monsieur, ça sera la dernière question. Oui, Alain Clot, bonjour, président de France FinTech. Forcément, dans ma qualité de président d'une association d'entrepreneurs, je suis sensible à tes arguments, Gilles, sur la technologie peut beaucoup. Et en même temps,
je commence à voir émerger des modèles qui sont des modèles de démutualisation. Les raisons de l'État-nation, ce n'était pas simplement une unité géographique, c'était une communauté de destin, de valeurs et surtout une mutualisation des risques. D'un point de vue très strictement business, moi je vois émerger des modèles aujourd'hui où ça peut se comprendre, les bons conducteurs ne veulent plus payer pour les mauvais. D'une manière générale, les bons risques ne veulent plus payer pour les mauvais. Ça peut se comprendre, il y a des abus, mais en prolongeant un tout petit peu le trait, et ce n'est pas la tech qui provoque ça, ça l'accélère. Les riches ne paieront plus pour les pauvres, les régions riches ne paieront plus pour les régions pauvres, les jeunes ne paieront plus pour les vieux. Et ça, cette gestion communautaire et technologique, le risque évident, c'est ça, c'est la démutualisation qui était portée par quelque chose. Donc, je ne dis pas, encore une fois, la technologie libère à plein d'égards, mais si on n'y met pas des garde-fous de cette nature, rien ne remplacera ce souci de mutualisation. 30 Enfin, secondes, moi, 30 je pense secondes que chacun. Ça rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure. Personnellement, je pense que l'objectif souverain des plateformes, c'est de défendre leurs actionnaires. Elles serviront le bien commun jusqu'au moment où ça ne rentrera pas en contradiction avec l'intérêt de leurs actionnaires, ce qui justifie l'existence d'entités qui ne sont pas des entités capitalistes et qu'on appelait jusqu'à présent des États. Voilà, donc je pense que cette confrontation, elle est loin d'être terminée. Et au-delà de ça, elle n'a pas dit son dernier mot. Moi, je pense que ces entités, on peut arrêter de les appeler les États à partir du moment où on a vraiment pensé et trouvé un mot. Je pense que pour le moment, cette réalité-là, on n'a pas pensé la réalité suivante et la jeter avant d'en avoir une nouvelle qui tient la route. Ça me paraît assez dangereux. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que la fin de la solidarité, même dans un système très capitaliste, etc., mais la fin de ce qui fait notre destin commun en tant que peuple et en tant que nation, c'est de toute évidence, effectivement, la fin de toute solidarité, c'est la fin de toute la possibilité d'un vivre ensemble. Donc ça me paraît extrêmement dangereux.